RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Avec votre invité ce matin, vous revenez sur la prise de position du comité stratégique indépendantiste de non-participation. Oui, puisque c'est Fidèle Malaloy, membre du Parti travailliste, mais qui représente ici le comité stratégique indépendantiste de non-participation, qui est notre invité du matin. Fidèle Malaloy, bonjour. Bonjour Elisabeth et bonjour aux auditeurs des RRB. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout de suite, qu'est-ce que c'est que ce comité stratégique indépendantiste de non-participation et pourquoi est-ce que vous l'avez créé? Qu'est-ce que ça représente? En fait, la continuité du Congrès populaire du 22 août, elle traduit en même temps, elle s'est créée face au contexte des derniers jours par rapport à la demande du report sur la date du 12 décembre. Et elle s'est définie ainsi parce que effectivement, nous sommes plus sur un schéma de campagne normale, je dirais entre guillemets, parce que nous avons pris l'orientation que tout le monde sait aujourd'hui d'appeler à la non-participation. Et ce comité stratégique indépendantiste va retraduire, en fait, c'est une ossature bis qui est celle un peu de la DNCC qui existait entre guillemets pour faire campagne et qui prend suite par rapport au contexte politique aujourd'hui des derniers jours. Avec l'ensemble de la mouvance indépendantiste, le FLNKS, le Parti travailliste, l'USTKE, la DUS, tout le monde est réuni, ça doit pas être forcément facile toujours de prendre des décisions. Oui, effectivement, parce que je dois rappeler quand même le Congrès populaire du 22 août, qui était le lancement de votre campagne. Qui était le lancement de notre campagne. Ça a été quand même un chemin assez compliqué et un défi assez aussi compliqué à mettre en place. Donc le congrès du 22 août a donné la tonalité en même temps de notre regroupement, d'être sur la même feuille de route pour discuter. Et c'est pas évident, quoi, parce qu'on vient un peu de loin, tout le monde vient un peu de loin. On a, entre guillemets, un peu nos parenthèses internes qu'il faut mettre de côté pour cette question du référendum. Alors sur le fond, qu'est-ce qui justifie vraiment cet appel à la non-participation pour le 12 décembre? Vous n'êtes pas prêt, vous avez peur de perdre. Pourquoi est-ce que vous appelez à ne pas participer? Alors Elisabeth, il faut nous permettre quand même aux indépendantistes, à cette CSI, d'analyser le pour et le contre, d'analyser les avantages et les inconvénients. On a beaucoup avancé la situation sanitaire avec les morts en Nouvelle-Calédonie. Sur un mois et demi, il faut compter à peu près 3 morts chaque jour, ce qui donne un peu le total de 270 décès aujourd'hui. Donc c'est inédit et c'est pas quelque chose qu'il faut mettre de côté. Ça, je dirais que c'est un peu la colonne vertébrale, non pas la Libye, mais la colonne vertébrale de notre argument, parce que c'est un concept et c'est une vision culturelle coutumière kanak et océanienne de cette approche-là. Ensuite, il y a tout ce qui englobe cette approche-là sur l'aspect sanitaire. Notamment, je disais tout à l'heure, la Calédonie a quand même pas moins de 300 morts au niveau de l'île. À l'échelle du pays, c'est quand même quelque chose d'assez dramatique. Et il faut pas balayer d'un revers de main comme si ces morts, je veux dire, on en parle du coin de table et puis allez, on doit passer à autre chose. Surtout dans notre aspect culturel, où on appelle quand même les démarches coutumières, les situations ne nous ont pas permis de créer les conditions, de faire les choses avec dignité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand même la situation sanitaire. La société calédonienne est très clivée en ce moment sur le pass sanitaire, sur l'obligation vaccinale, la situation économique où beaucoup d'entreprises ont fermé. Donc on a des foyers, on a des pères et des mères de famille qui sont encore plus précarisés qu'avant le confinement. Donc à cette fin d'année, nous avons une multitude de salariés, d'entreprises et tout qui sont fortement frustrés. Donc tous ces éléments font que vous pensiez que vous pouviez pas, que le référendum ne pouvait pas se dérouler le 12 décembre comme prévu. Alors maintenant, aujourd'hui, vous reprochez à l'État d'avoir maintenu cette date. Vous pensiez vraiment, après tout ce qu'avaient dit les responsables de l'État, ce qu'avait dit le ministre des Outre-mer, vous pensiez vraiment que votre demande de report allait être prise en compte et acceptée? Non, mais il faut faire la demande. Il faut préciser. On a insisté auprès de l'État pour ce report. Je disais tout à l'heure que la situation, les conditions. D'ailleurs, les premiers et les deuxièmes référendums, surtout dans les grandes élections au niveau du pays, les politiques ont toujours fait de manière à créer des conditions, à ce que les gens aillent apaiser, aillent sereinement faire leur devoir de citoyen, et notamment au niveau du référendum. Là, aujourd'hui, effectivement, le climat
appelle à l'apaisement, on devrait aller voter au référendum. À côté de ça, je sais pas si nos élus, enfin la plupart des Calédoniens, mais il faut toucher du doigt la situation des Calédoniens, que ce soit indépendantistes ou pas indépendantistes. Énormément de foyers aujourd'hui ne feront pas Noël comme l'année dernière. Énormément de précarité aujourd'hui n'amène pas sereinement à ce que les Calédoniens en général vont aller réfléchir à un référendum, alors qu'il y en a une grande partie qui sont concernés par les morts, il y en a une grande partie qui sont concernés avec des familles dans les hôpitaux, il y a une grande partie qui sont concernés parce qu'il y en a, ils ont plus d'emploi, donc on n'aura pas les primes. Mais donc, toutes ces conditions-là n'aident pas sereinement à aller à ce vote du 12 décembre. Enfin, la vie continue malgré tout. Et alors, vous avez accusé l'État d'être sorti de sa neutralité. Au-delà de la date, qu'est-ce que vous reprochez à l'État aujourd'hui ? Vous avez le sentiment qu'il avait été plus compréhensif à votre égard ces dernières années que depuis quelque temps ? Mais on voit les dernières déclarations du Premier ministre, M. Castex. Ensuite, on voit les documents du oui et du non, que nous on estime qu'il est à charge contre le oui. On voit l'attitude dernièrement de l'État de venir en Calédonie gérer cette situation de crise sanitaire en faisant la démonstration qu'effectivement la Calédonie a beaucoup besoin de la France, surtout dans cette situation. Vous ne pouvez pas reprocher à la France ou à l'État d'être venu aider les Calédoniens dans cette situation-là, quand même. Non, on leur reproche pas ça. Je veux dire, d'ailleurs, c'est presque entre guillemets même leur intérêt. D'aider la Calédonie, on est encore sous la bannière française, c'est leur intérêt de venir, je dirais, entre guillemets, protéger leurs futurs intérêts, ou leurs intérêts tout court, quoi. Donc, effectivement, tout ça mis bout à bout, pour nous, en tous les cas, donne cette impression que l'État n'est plus partial, quoi, en fait. Elle a fait son choix, quoi. Vous lui reprochez également de ne proposer qu'une indépendance sèche dans le document sur le oui et le non. Mais on ne comprend pas bien, puisque depuis 30 ans, vous réclamez une indépendance, maintenant que c'est prévu, que l'État l'envisage, vous lui reprochez, qu'est-ce que vous voulez en fait ? Ah là, c'est le CSI, enfin c'est au nom du effectivement, c'est au nom de la CSI, c'est au nom de la CSI que je prends la parole. Sur le document du oui, pour revenir sur le document du oui et du non, ça a toujours été une volonté des indépendantistes d'éclairer les Calédoniens. Ce document est arrivé, mai 2021, complet, on va dire. Avant d'être discuté à Paris, oui, fin mai, on l'a eu à peu près. Donc, à la demande des indépendantistes, il aurait été bien que ce document ait été sorti, je dirais, mi-mandature de l'accord de Nouméa. Ça aurait peut-être aidé nos politiques avec toutes leurs décisions aujourd'hui et leur volonté première de rassurer les Calédoniens que ce document-là ait beaucoup été traité bien avant, quoi. Quand on interprète que ce document est simplement une approche à charge contre le oui, effectivement. On prendrait n'importe quel militant ou n'importe quel Calédonien dans le pays qui lirait le document et dirait tout de suite, il dirait, mais non, il faut pas de l'indépendance, quoi. Donc, l'intelligence aurait voulu, là, c'est pour ça qu'on pointe encore du doigt que ce document orchestré, qui est censé, mais orchestré, a été mis dans la dernière ligne droite du référendum, ne peut que obliger le citoyen lambda, je dirais calédonien, à dire, effectivement, l'indépendance n'est pas viable, quoi. Ça l'incite à voter non. C'est clair. Toujours est-il que l'accord prévoyait 3 référendums. Après ce référendum du 12 décembre, même si vous dites que c'est un référendum tronqué, c'est le mot que vous employez, et même si vous n'y participez pas, l'accord de Nouméa sera terminé ou non le 13 décembre ? Chacun il va de sa propre définition sur la fin de l'accord de Nouméa. Effectivement, il y a un processus, il y a un accord. On appelle ça des mesures transitoires aussi. Donc il y a un début et il y a une fin. L'accord de Nouméa prévoit justement que les choses soient reformulées une fois qu'on a épuisé les 3 référendums et tout. Chacun va en faire sa interprétation. Notre non-participation aujourd'hui au 3e référendum va conditionner certainement cette approche par rapport à la lecture de la fin de l'accord de Nouméa. Pour le 12 décembre, quelle est la consigne que vous donnez, le comité stratégique indépendantiste ? Vous êtes sur la même ligne que l'Union calédonienne, par exemple, qui disait le 12 décembre, vous allez à la pêche, à la chasse, mais vous laissez les gens voter ? Ou vous êtes dans une approche plus offensive ? Vous voyez les choses comment ? C'est quoi les consignes ? Les consignes, c'est tout simplement, on appelle l'ensemble des Calédoniens, non militants, les progressistes, ceux qui se reconnaissent, à ne pas aller voter.
tout simplement. La non-participation, c'est le fait que nos groupes politiques aux institutions ont donné la tonalité, de pas engager les formules qui prévoient de mettre en place ce référendum. Donc aujourd'hui, nous appelons nos militants à ne pas aller voter et le faire d'une manière sereine, quoi. Je veux dire que ceux qui veulent aller voter, aillent voter. Nous, on passe la consigne à nos militants, aux progressistes et à tous ceux qui ont participé au deuxième référendum et qui se reconnaissent à travers ce résultat de ne pas aller voter. Mais dans l'apaisement, dans la tranquillité, oui. En laissant voter ceux qui veulent le faire. Oui. Et le 13 décembre, au lendemain de ce référendum, vous serez prêt à discuter, oui ou non, les membres de ce comité stratégique indépendantiste ou en fonction des partis politiques qu'il compose? Mais écoutez, j'ai presque envie de dire que c'est presque naturel qu'il faut qu'on discute. Je veux dire, la vie est faite ainsi. Je veux dire, il y a les postures et ensuite il y a les discussions. Après, on met les mots qu'on veut. Discussion, négociation, échange. En tous les cas, le lendemain du 12, il y a une première chose que je pense que les deux blocs, je les appelle comme ça, les deux blocs feront d'abord, c'est d'analyser le résultat de ce référendum. Ensuite, je pense que la CSI, dont je suis le porte-parole, va effectivement agir dans ce sens-là. On va prendre le temps de regarder, et malgré les déclarations faites par l'Union calédonienne, par le Parti travailliste, par le PALICA, la CSI va quand même mettre une feuille de route dès demain, dès cette semaine d'ailleurs, pour envisager ce point de situation et puis voir comment on donne la suite. Examiner la situation ainsi créée, pour reprendre l'expression. Voilà. Dans un laps de... Vous prenez en compte les 18 mois qui ont été prévus par le ministre des Outre-mer, ou c'est pas forcément pour vous la feuille de route? J'ai envie de vous dire, Elisabeth, que en fait, le lendemain du 12, je dis, on commence aujourd'hui, la CSI. Enfin, elle a commencé il y a 2 semaines avec la première conférence de presse, et on s'est donné une feuille de route, effectivement, parce que pour l'instant, on se focalise sur ce scrutin du 12. Donc on se focalise à appeler les gens à ne pas aller voter. Donc on met toute notre énergie à expliquer aux gens, à leur dire les raisons de pourquoi ne pas aller voter le 12. Effectivement, que derrière, en toile de fond, effectivement, on réfléchit ensuite sur ce que va donner la suite. Mais là, pour l'instant, c'est la CSI, je dirais, qui discute, qui échange et qui met une feuille de route pour prévoir tout ça. On attend le 13 décembre pour y voir un peu plus clair, donc. C'est ça. Fidèle Malaloy, représentant du comité stratégique indépendantiste de non-participation, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci.